Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous voguons cette semaine dans l'œuvre de l'immense écrivain Italo Calvino. Hier et avant-hier, vous avez découvert les extraits de ses romans Le Baron Perché et Le Chevalier inexistant. Écoutons aujourd'hui un extrait de Le Vicomte pourfendu, traduit en français par Martin Rueff et lu par Anne Zimmer de Plateforme Exploration du Geste. Italo Calvino est né en 1923 à Santiago de Las Vegas, à Cuba, et mort à Sienne en 1985. Il est, sans conteste, un des auteurs les plus remarquables de la littérature italienne du XXe siècle. Quand mon oncle rentra à Terralba, j'avais 7 ou 8 ans. Ce fut un soir, il faisait déjà nuit, on était en octobre, le ciel était couvert. La journée, on avait fait les vendanges et, à travers les rangs des vignes, nous voyions s'approcher sur la mer grise les voiles d'un navire qui battait pavillon impérial. À l'époque, à chaque navire qu'on voyait, on disait « Ça, c'est Maître Medardo qui revient !» Non pas parce que nous étions impatients qu'il revînt, mais plutôt pour avoir quelque chose à attendre. Cette fois-ci, nous avions deviné. Nous en eûmes la certitude le soir, quand un jeune homme nommé Fiorfiero, qui foulait le raisin, s'écria du sommet de la cuve « Oh, là en bas !» Il faisait presque nuit, et nous vîmes dans le fond de la vallée une file de torches s'allumer sur le chemin des mules. Puis, quand elle passa sur le pont, nous pûmes distinguer une litière portée à bras. Aucun doute, c'était le vicomte qui revenait de la guerre. Le bruit se répandit dans les vallées. Dans la cour du château, il y eut un attroupement. Parents, domestiques, vendangeurs, bergers, hommes d'armes. Seul manquait le père de Medardo, le vieux vicomte Aiolfo, mon grand-père, qui depuis longtemps ne descendait même plus dans la cour. Las des affaires du monde, il avait renoncé aux prérogatives de son titre en faveur de son unique descendant mâle, avant qu'il ne partît pour la guerre. Désormais, sa passion pour les oiseaux, qu'il élevait au sein du château dans une grande volière, était devenue de plus en plus exclusive. Le vieux s'était même fait porter son lit dans cette volière, et il s'y était enfermé, et il n'en sortait plus ni de jour ni de nuit. On lui tendait ses repas en même temps que les graines pour les volatiles à travers les fentes de la volière, et Aiolfo partageait tout avec ses créatures. Et il passait des heures à caresser le dos des faisans, des tourterelles, en attendant que son fils revînt de la guerre. Dans la cour de notre château, moi, je n'avais jamais vu autant de gens. Il était loin ce temps de fêtes et de guerres entre voisins que je ne connaissais que par ouï-dire. Et pour la première fois, je me rendis compte à quel point les murs et les tours étaient en ruine, et la cour où l'on avait l'habitude de donner de l'herbe aux chèvres et de remplir l'auge aux cochons était boueuse. Tandis qu'on attendait, tout le monde se demandait dans quel état le vicomte Medardo rentrerait. Cela faisait longtemps que l'on avait reçu des nouvelles des blessures graves qui lui avaient été infligées par les Turcs, mais personne encore ne savait avec précision s'il avait été mutilé, s'il était infirme, ou s'il avait été seulement balafré par des estafilades, et le fait d'avoir vu cette litière nous préparait maintenant au pire.
et voilà que la litière était déposée à terre et que, au cœur de l'ombre noire, on vit l'éclat d'une pupille. La grande et vieille nourrice Sébastiana fit mine de s'approcher, mais de cette ombre une main se leva avec un geste âpre de déni. Puis, à l'intérieur de la litière, on vit le corps s'agiter dans des efforts anguleux et fébriles, et sous nos yeux, Medardo di Terralba se mit sur pied d'un bond en s'appuyant sur une béquille. Un manteau noir à capuchon descendait de son chef jusqu'à terre. Du côté droit, il était rejeté en arrière, découvrant la moitié du visage et de la personne agrippée à la béquille, tandis que sur la gauche, il semblait que tout était caché et enveloppé dans les lambeaux et les plis de cet ample drapé. Il resta là, à nous regarder, tous en cercle autour de lui, sans que personne ne dît mot. Mais peut-être que de son œil fixe il ne nous regardait pas, et qu'il voulait seulement nous éloigner de lui. Une rafale monta de la mer, et une branche cassée à la cime d'un figuier fit entendre un gémissement. Le manteau de mon oncle ondula, et le vent le gonflait, le tendait comme une voile, et on aurait dit qu'il traversait son corps, ou même que ce corps n'était pas du tout là, et que le manteau était vide, comme celui d'un fantôme. Et puis, en le regardant de plus près, nous vîmes que ce manteau adhérait comme à la hampe d'un drapeau, et cette hampe était son épaule, son bras, son flanc, sa jambe, tout ce qui de lui s'appuyait sur cette béquille. Et le reste manquait. Les chèvres observaient le vicomte de leurs regards fixes et dénués d'expression, chacune tournée dans une position différente, mais toutes serrées, leur dos composant un étrange dessin fait d'angle droit. Les cochons, plus sensibles et sur le qui-vive, hurlèrent et prirent la fuite, entrechoquant leur ventre, et c'est alors que nous-mêmes ne pûmes plus dissimuler notre frayeur. « Mon fils !» hurla la nourrice Sébastiana, et elle leva les bras. « Ma crevette !» Vous venez d'entendre un extrait de Le Vicomte pourfendu d'Italo Calvino, traduit en français par Martha Rueff et lu par la comédienne Anne Zimmer de Plateforme Exploration du Geste. Demain, vous pourrez savourer un extrait de Si une nuit d'hiver, un voyageur. Tous ces romans sont disponibles dans leur traduction française chez Gallimard. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.